Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager avec vous quelques éléments importants qui rentrent dans la rédaction d'un mémoire scientifique. Il est question de partager avec vous l'ossature d'un mémoire scientifique de la toute première page jusqu'à la dernière en vous présentant les différents éléments qui doivent entrer en compte dans la rédaction d'un mémoire scientifique. Donc, sans tarder, comme vous le savez déjà, dans la plupart des grandes écoles, à la fin d'un cycle, le jeune étudiant est confronté à la rédaction de son rapport de fin d'études. Donc, c'est un rapport dans lequel le jeune chercheur doit exposer ses connaissances sur un sujet précis, les résultats de sa réflexion et de sa recherche sur un phénomène particulier. Donc, c'est un document qui sert à vérifier et à évaluer les compétences du jeune étudiant, ses aptitudes à faire de la recherche. C'est une sorte d'introduction à la recherche. Et donc, dans cet exercice, généralement, la méthodologie, les procédures de rédaction sont énormément prises en compte dans l'évaluation finale du travail. Donc, l'idée de cette vidéo est de présenter l'ossature du rapport, comment le rapport peut être présenté. Donc, c'est une façon un peu générale qui est souvent utilisée. Donc, le but de cette vidéo est de vous présenter la structure générale que peut avoir un rapport de fin d'études. Et dans une prochaine vidéo, nous allons prendre un exemple précis de mémoire que nous avons fait de l'introduction à la conclusion en passant par l'analyse de données en utilisant des outils statistiques. Donc, c'est un mémoire qui utilise une méthodologie statistique avec une analyse de données statistiques qui est faite. Donc, nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les différentes parties d'un mémoire. Sur le plan de la forme, vous pouvez voir ici la structure générale, la structure globale d'un rapport de fin d'études, de la première page de couverture jusqu'à la dernière page qui est constituée des annexes. Donc, un mémoire commence par sa première page de couverture, ça c'est sur le plan de la forme. Après la page de couverture, il y a ce qu'on appelle les pages liminaires. Nous allons en parler progressivement dans la vidéo. Après les pages liminaires, il y a le corps réel du rapport qui est le gros du travail qu'il faut faire. C'est de là que l'étudiant présente sa compréhension du sujet, ses analyses. Après le corps du rapport, il y a une bibliographie qui regroupe l'ensemble des références, puisque le rapport ne se fait pas à partir de rien, il est fait à partir des études passées, des études déjà faites. Donc après la bibliographie, il y a une table de matière qui est faite, et celle-ci est suivie de la dernière partie qui est constituée des annexes. Pour ce qui s'agit de la couverture, c'est le premier élément extérieur et visible qui attire de prime abord. Donc c'est la vitrine du mémoire en fait. Donc sa présentation doit faire l'objet d'une attention particulière puisque elle doit être soignée. C'est une page de couverture qui doit être soignée. C'est la vitrine, comme je le disais, c'est la vitrine du mémoire. Et les indications doit figurer sur cette page de couverture et être présentée d'une manière harmonieuse et esthétique. Donc à ce niveau, ce qui se fait généralement, c'est que les grandes écoles préconisent une certaine façon de faire. Chaque grande école a la manière avec laquelle elle voudrait que les pages de couverture soient présentées, avec tout ce qui est comme esthétique. Mais ce qui est recommandé parfois, c'est d'éviter un certain nombre de couleurs. Parce qu'à ce niveau, le caractère artistique, le côté artistique de l'étudiant peut entrer en jeu. Mais il y a des couleurs qu'il faut éviter. Essayez de ne pas mettre des couleurs trop vives qui peuvent à la limite étouffer la beauté de la page de couverture. Donc après la page de couverture, il y a ce qu'on appelle les pages liminaires qui sont généralement des informations, qui portent généralement des informations propres à l'étudiant, des informations
tel que la dédicace. Donc c'est un mot à ce niveau-là, c'est un mot aimable à des personnes qu'on admire et qui nous ont marqué, soit par leur vie professionnelle et par leur façon d'être et auquel nous voulons ressembler. Donc c'est la page qui permet à l'étudiant de dédier son travail à quelqu'un qui lui tient à cœur. Donc il y a aussi comme deuxième page liminaire le sommaire, donc c'est une table de matière schématique. Donc c'est une petite table de matière qui présente l'ensemble des pages liminaires, qui présente les grandes parties du mémoire. Après le sommaire, il y a des remerciements qui sont quelques mots ou quelques phrases que vous donnez pour remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au travail. Donc après la page de remerciement, il y a l'avant-propos, qui est une rubrique qui permet aux jeunes chercheurs de signaler ou de porter à la connaissance du public ou du jury certains faits significatifs qui ont jalonné la rédaction de son mémoire. Donc c'est là où le jeune étudiant présente les difficultés ou bien les facilités qu'il a eues dans la rédaction de son mémoire. Donc il est aussi question à ce niveau de décrire plus ou moins le contexte dans lequel le rapport a été rédigé. Donc ensuite, la prochaine page liminaire, généralement c'est les sigles et abréviations. Là, à ce niveau, l'étudiant liste par ordre alphabétique sur une page ou deux les sigles et abréviations importantes de son travail, de son rapport de mémoire. Donc il y a la liste des illustrations aussi, qui est une page qui porte l'ensemble des tableaux, l'ensemble des graphiques et tous les encadrés qui ont été utilisés dans le mémoire. Et si l'étudiant estime que ces formules sont indispensables certaines formules sont indispensables pour la compréhension de son mémoire, il présente l'essentiel sous forme d'encadrés. Donc ces encadrés sont listés dans les illustrations. Voilà, donc une des pages liminaires les plus importantes, c'est le résumé. Donc après avoir fait le travail, globalement l'étudiant doit faire un résumé du travail pour faciliter d'entrée de jeu la compréhension de son travail, pour résumer, comme son nom l'indique, l'ensemble du travail. Donc le résumé doit contenir généralement l'objectif général du travail, la question centrale, la méthodologie utilisée et quelques résultats obtenus. Voilà, à la suite du résumé, l'étudiant peut aussi faire une note de synthèse qui est, bien entendu, à ce niveau, la note de synthèse est facultative, mais c'est une note qui est conseillée puisque elle permet à tout lecteur n'ayant pas assez de temps de lire, d'avoir une vue d'ensemble sur votre travail. Donc la note de synthèse doit contenir le contexte du travail, l'objectif principal suivi des objectifs spécifiques, la question centrale de la problématique, les hypothèses de recherche et la méthodologie succinctement présentée, les résultats obtenus et l'ensemble des discussions et recommandations. Donc c'est une note qu'on peut faire généralement en 3 ou 5 pages pour être clair. Donc à la suite des pages liminaires, le corps du rapport peut véritablement commencer. Et il commence toujours par une introduction. Donc, à l'introduction, l'idée est de préciser le contexte et la justification du thème, préciser le contexte dans lequel le thème est traité. Il faut énoncer la question centrale de la problématique, préciser l'objectif général et décliner cet objectif général en des objectifs spécifiques. Généralement, on recommande 3 ou 4 objectifs spécifiques. Et ce qui est bien de faire, c'est que de ces objectifs spécifiques peuvent découler un certain nombre d'hypothèses. Donc, associer généralement à chaque objectif spécifique une hypothèse de recherche qui est testable. Donc une hypothèse de recherche qui sera testée dans les analyses par la suite. Donc enfin, à l'introduction, il faut énoncer, il est recommandé d'énoncer la méthodologie adaptée et de justifier le plan d'étude.
Dans la partie contexte et justification de l'introduction, ce qui est attendu, c'est de dire comment se manifeste le problème étudié dans le pays ou bien dans la zone d'étude. Il faut chiffrer l'ampleur du phénomène. Parfois, il faut aussi présenter les défis. Il faut présenter les défis et rappeler succinctement certains auteurs qui ont étudié le phénomène. Généralement, cela est accompagné d'un certain nombre de chiffres quand on veut présenter par exemple l'ampleur du phénomène, faire des comparaisons chiffrées entre des zones, des pays. Donc par la suite, dans l'introduction, il faut présenter la problématique, présenter le problème auquel on s'attaque et justifier pourquoi on s'intéresse à un tel phénomène. À la suite, une fois que la problématique est bien présentée, on énonce l'objectif principal qu'on décline par la suite en objectif spécifique. Une fois l'objectif général décliné en objectif spécifique, ce qu'il faut faire, c'est la formulation d'un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses à ce niveau doivent être testables parce que c'est des hypothèses qu'à la suite de vos analyses, vous devrez confirmer ou infirmer. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'aligner les hypothèses aux objectifs spécifiques. Faire correspondre à chaque objectif spécifique une ou deux hypothèses. Donc, ce qui est recommandé véritablement, c'est d'élaborer 3 ou 4 hypothèses à la suite de l'énoncé de vos objectifs. Ce qui peut être aussi fait, c'est de présenter brièvement la méthodologie que vous allez adopter pour votre travail à la suite des hypothèses. Il ne faut pas confondre à cette partie la méthodologie générale. C'est juste une présentation brève de la méthodologie à utiliser parce que la deuxième partie du travail généralement est consacrée à la méthodologie, aux différentes déclinaisons de la méthodologie. Donc après cette présentation brève de la méthodologie, il faut annoncer le plan de présentation de votre travail et c'est avec ce plan de présentation que généralement l'introduction prend fin pour laisser place bien entendu au corps réellement du rapport qui est le développement de votre travail. Généralement, vous allez y mettre un cadre théorique. Ensuite, vous allez présenter une méthodologie. Après cette méthodologie, vous passez généralement à un chapitre d'analyse et de présentation des résultats pour finir par une conclusion. C'est une conclusion qui, en général, fait une petite synthèse des différents résultats, se rassurer de valider ou d'invalider les hypothèses qu'on a énoncées depuis l'introduction. Et puis, cette conclusion peut finir par des recommandations et un certain énoncé des limites du travail que vous avez fait. Donc, à la suite de la conclusion, il faut mettre la bibliographie qui est une sorte de recueil des différents travaux, livres, articles, thèses utilisés comme inspiration, comme document qui inspire, document de référence utilisé dans le cadre de votre travail. Donc voilà ce à quoi sert la bibliographie. Après la bibliographie, ce sont des annexes qui ici constituent l'ensemble des éléments utiles pour la compréhension du sujet traité, mais dont la présentation dans le corps du texte risque rendre la lecture très laborieuse du fait du caractère superflu de ces éléments à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de mettre par exemple un certain type de tableau ou bien de graphique, pas très important, mais utile pour la compréhension du travail. Il faut les mettre au niveau des annexes. Donc, ce qui est conseillé est de mettre les annexes dans le même ordre de leur apparition dans le texte du rapport. Donc il faut les classer dans le même ordre où ils sont référés dans le texte du rapport.
Donc par la suite, à la suite des annexes, il faut faire une table de matière pour terminer. Donc c'est l'élément qui couronne le mémoire et qui, contrairement au sommaire, est très détaillé. Il comprend l'ensemble des pages liminaires, l'introduction, les différentes parties du texte, les chapitres, les sections, les sous-sections, la bibliographie, les annexes et la table de matière elle-même comme point important du mémoire. Donc, quelques petits conseils qu'il faut utiliser après la rédaction du mémoire, c'est qu'il est toujours conseillé de faire la relecture du document de manière à identifier les fautes. Et c'est mieux de partager le document final à quelques individus, à quelques personnes proches qui peuvent faire des petites corrections de langue, de grammaire, de ponctualité. Et s'il est possible, il faut solliciter une pré-soutenance auprès des personnes ressources et avant d'aller pour la soutenance finale. Donc, voilà quelques conseils, voilà comment vous pouvez présenter votre rapport au mémoire de stage. Et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons partager avec vous un exemple pour un mémoire que nous avons fait dans le cadre d'une école de statistique. Donc, bien de choses à vous et à la prochaine vidéo.